Ok, alors salut à tous. Donc, comme je l'avais dit, donc on se retrouve sur mon bureau graphique. Alors, on va voir dans cette partie donc de ce premier module, partie 1 en fait, de ce premier module du grand chapitre 1, le hardware. Donc, plus en détail, les composants. On a vu la partie physique dans l'intro. Là, donc, je vais vous montrer en détail, avec un petit diaporama que je vous ai fait. Donc, plus en détail, les composants. Mais tout d'abord, j'aimerais vous montrer, hop, ici, vous voyez. Là on est sous Windows 10, d'ailleurs cette formation va plutôt se dérouler sur Windows 10, j'aurais pu également la faire sous Windows 11, puisque mon système me le permet, mais je préfère vous montrer sous Windows 10 parce que actuellement là on est en 2023, voyez là, vous voyez la date, c'est beaucoup plus stable en fait. Pour l'instant c'est encore plus stable Windows 10 que Windows 11. Ok, donc comme je disais, dans paramètres, ici, hop, voilà, une ouverture de votre écran, alors ici, faut savoir que cet outil-là, paramètres, vous permet en vérité d'accéder vraiment à quasiment tout l'ordinateur en fait. C'est un gros raccourci, hein, c'est ce qu'on n'avait pas dans d'autres versions de Windows. Voilà, et donc ici on va venir regarder, en fait on peut taper un petit peu ce qu'on veut. Hein. Ici, c'est juste pour vous montrer hein, comment on peut voir les infos du système. Bon, il me met ça comme ça. À propos de votre PC, il appelle ça. Alors vous voyez déjà ici on voit un petit aperçu, donc des composants, des périphériques en fait, hein, des périphériques principaux. Ce qu'on va voir en détail là ce sont les périphériques. Donc vous voyez le processeur, donc c'est ici pour moi c'est un AMD Ryzen 5, voilà, 6 corps, blablabla, processeur 3.1. La mémoire RAM, donc j'ai 16 Go. Voilà, ça c'est l'idée du périphérique, bon, je le fouterai peut-être ça. Idée du produit, système d'exploitation, donc c'est du 64 bits, hein, c'est important de savoir aussi si votre système est en 64 bits ou en 32 bits, je parle bien pour Windows. Là, il n'y a que ces informations-là. Si on voudrait aller voir plus en détail, il faudrait aller voir dans les paramètres avancés du système, par exemple, ici dans les gestionnaires de périphériques, et regardez, on va mettre ça en grand, donc les différents, par exemple, vous voyez là ici, en fait il y a tout, en fait ici il y a vraiment tous les périphériques de l'ordinateur. Hein. Par exemple, ici donc il y a ici c'est la webcam par exemple, vous voyez, bon. Après, ce qui nous intéresse, ça va être surtout hein, la carte graphique. Vous voyez, moi c'est une 750 Ti, GTX. Vous voyez, il y a les différentes cartes réseau ici, etc., etc. Le clavier, micro-programme, ça va être plus ce qui touche au BIOS si je ne me trompe pas. Le processeur, voilà, bon bref. En tout cas, tout ça, on y reviendra plus en détail après. Enfin, ouais, le processeur, ici, c'est les différents cœurs en fait du processeur. Vous voyez, en fait, il y en a 6 et il y a, je sais plus, j'ai 12 threads, je crois. Bref, je vais vous montrer tout ça. Donc maintenant, on va passer au diaporama. Voilà, hop, je vous ai fait une petite coupure. Alors, il faut savoir, donc ici, donc, on est sur canva.com. En fait, moi je vous recommande fortement, si vous avez besoin de faire des diaporamas ou même en fait tout ce qui concerne les traitements de texte, ce genre de choses, et de manière en fait gratuite, parce qu'il faut savoir que la suite Office, hein, la suite Office, il faut savoir que c'est quand même payant. Ou alors il faut avoir une version de Windows spécifique. Moi par exemple, je ne l'ai pas. En plus ça met beaucoup de temps à s'ouvrir. Vous voyez, il faut savoir que j'avais commencé moi, au début je voulais faire mon diaporama avec mon PowerPoint, mais qui en fait compte est payant, donc je n'ai plus la licence. Moi je vous recommande fortement quelque chose de gratuit et de très rapide et de fonctionnel et de très très poussé, c'est canva.com. Voilà, moi ici je vous ai fait un formulaire, alors bon moi j'ai une version, grâce à ma femme j'ai une version payante, mais en version basique vous pouvez déjà faire énormément de choses, hein, je vous le rappelle. Ok, alors c'est parti. Donc pour cette partie, bien sûr, le diaporama, je vous enlève la caméra. Ici, donc on est dans le premier module, comme je vous disais. Donc présentation plus en détail des composants informatiques. Alors je voulais commencer par en fait revenir un petit peu sur voilà, sur l'histoire, un petit peu des ordinateurs, de l'informatique en général. Donc je vais être assez brève. Hein. Alors pour moi déjà premièrement, ça j'aime toujours le rappeler, mais les ordinateurs sont actuellement pour moi la technologie. En fait, ça fait partie des technologies. Je pense même que c'est même la technologie la plus avancée qui soit chez
sur Terre. Ok. Bon, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait d'autres terres. Bref, et voilà, c'est vraiment, en fait, en termes de polyvalence particulièrement, c'est l'outil informatique est vraiment le système le plus avancé qui soit. Vous pouvez faire une quantité de choses absolument, c'est vraiment infini. Voilà. Donc pour juste une petite brève page d'histoire. Donc il faut savoir en fait que l'informatique ça date pas d'hier, ça remonte à il y a très longtemps en vérité. Enfin très longtemps pour moi qui suis jeune. En fait, l'histoire de l'informatique, il faut savoir que ça commence au 19e siècle, les amis. 19e siècle. Je sais pas si vous savez, hein. Donc c'est les années 1800, avec en fait la naissance de la machine à tisser par Jacquard. Ok, ça a commencé comme ça en fait. On va dire que c'était un petit peu comme le premier ordinateur. En fait, lui, il a utilisé des cartes perforées pour contrôler le motif du tissu. C'était pour les tissus, hein, voilà. Et cette idée en fait de carte perforée, elle a été ensuite elle a été réappliquée aux premiers ordinateurs. Donc beaucoup de gens pensent que les premiers ordinateurs c'est les années 50, comme moi je le croyais, mais non en fait. Le premier ordinateur électronique programmable, puisqu'il y en a eu d'autres avant sûrement, il a été créé en 1943, par l'ingénieur britannique Tommy Flowers. Tommy Flowers, Flowers les fleurs. Il s'appelait Colossus, cet ordinateur. Et il a été utilisé pour décrypter les codes nazis en fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense même qu'il y a eu des films par rapport qui ont été faits sur cela. Et donc le premier ordinateur personnel, par contre, quant à lui, personnel, hein, parce qu'après dans les entreprises, il y en avait déjà donc, dans les années 50, hein, je crois que c'est 56, quelque chose comme ça. Vraiment quand il y a eu vraiment dans l'industrie, en fait, pour les scientifiques particulièrement, les ordinateurs qui commençaient à devenir assez poussés entre guillemets, avec je crois des systèmes graphiques, je crois que c'est 1956, je sais plus exactement, je vous laisserai chercher. Hein. Mais le premier ordinateur personnel en tout cas qui a été introduit lui en 1975, et ça c'était en Amérique, hein, par la société américaine donc IBM qui est encore actuelle aujourd'hui, hein, qui est assez populaire et qui touche à pas mal de domaines. Donc il s'appelait IBM 5100 et lui il coûtait environ 9000 $. Donc c'était pas donné quand même. Depuis lors, donc les ordinateurs, eux, ils ont connu comme une grosse croissance, hein, très rapide d'ailleurs. Et maintenant ils sont plus petits, hein, comme vous le savez, ils sont plus rapides et plus puissants. Voilà, autrefois, hein, quand les ordinateurs pouvaient faire que quelques actions par minute, aujourd'hui, bon, par exemple, hein, on va y revenir, mais un processeur aujourd'hui peut faire des milliards d'actions à la seconde. En vérité, bon, vous ne les voyez pas ça forcément, mais bon, vous pouvez faire des dizaines et des dizaines d'actions par minute en fait, hein, en temps humain, on va dire. Les ordinateurs, en fait, aujourd'hui, ils sont incroyablement polyvalents et peuvent être utilisés pour une variété de tâches, hein, comme je vous le disais, hein, donc la création de contenu, la communication, la recherche, les jeux vidéo par exemple, la création de jeux vidéo, voilà, pour gérer vos finances, l'analyse de données et bien plus encore, hein, comme la programmation, le développement web, hein, comme moi, c'est ce que je fais une grande partie de mon temps. Et donc en résumé, les ordinateurs, ils ont une longue histoire, comme on l'a vu, et ils ont évolué rapidement et au fil des décennies pour devenir des outils incroyablement puissants et polyvalents qui sont devenus indispensables dans de nombreux domaines de la vie courante. Ok, donc maintenant, voyons voir, comme je vous le disais en détail, les composants. Alors, la carte mère, ou motherboard en anglais. Alors, il faut savoir que quand vous débutez en informatique, vous allez rapidement vous mettre à l'anglais, vous allez voir que tous les termes, d'ailleurs quand vous faites recherche sur internet, en ce qui concerne l'informatique, vous me recherchez en anglais, c'est beaucoup plus précis. Et voilà, vous allez vous mettre automatiquement à l'anglais, hein, sans forcer, vous verrez. Donc motherboard, hein, donc la maman, le corps, hein, elle est le corps du système informatique, hein, comme vous pouvez lire. Hein. Donc en fait sur laquelle viennent se connecter tous les autres composants. Donc c'est vraiment un circuit imprimé. Hein. Vous voyez que c'est un circuit, hein. C'est une plaque en fait. Hein. C'est des circuits. Et bon là celle-là elle est moderne, hein. un peu comme la mienne que j'ai là. Et en fait là celle-ci elle a des là ce que vous voyez l'espèce de châssis, c'est en fait c'est des nouvelles technologies, hein, qui permettent de protéger en fait, hein, les composants des courts-circuits. Donc en fait elle est composée de ports de connexion qui assurent la liaison de tous les composants et périphériques, donc tels que
tels que par exemple un micro-ordinateur. Alors ce qu'on appelle un micro-ordinateur, ici j'avais trouvé une définition comme ça, je savais pas qu'on pouvait appeler ça comme ça aussi. Le micro-ordinateur, en fin de compte, bon là on le verra pas, c'est tout simplement le HDD ou le SSD. Ça veut dire en fait en gros c'est la mémoire de masse, quoi. Bon, après en fait c'est le disque dur, c'est ce qu'on appelle vulgairement le disque dur. Ensuite donc par exemple la mémoire vive, ou la RAM, le microprocesseur, le CPU, on va voir que c'est la pièce en fait, hein, la pièce, le cerveau de l'ordinateur, on dirait la pièce la plus importante. Je vous disais en intro que c'était en fait pour moi la pièce la plus importante, que c'était l'alimentation, dans un sens où oui, c'est la pièce la plus importante, vous allez voir, parce que bah, c'est elle qui amène l'énergie, mais en fait, une fois l'alimentation effectuée, en vérité, la pièce la plus importante, c'est quand même le processeur. Et donc, par exemple, la carte graphique, hein, carte graphique, etc. Donc, afin que tous puissent être reconnus et configurés par le microprocesseur grâce au programme contenu dans le BIOS. Alors le BIOS, en fait, de l'intro, je vous le disais pas, mais en fait, quoi que le BIOS, on peut le voir ici. Hein. Ça, c'est le petit composant dans lequel se trouve le BIOS. Là, vous voyez ce que vous voyez là, le petit carré. Si je ne me trompe pas, le BIOS est bien là-dedans. Donc en fait, le BIOS, en anglais Basic Input Output System, alors lui, il utilise en fait de la mémoire, ce qu'on appelle de la mémoire morte, si je vous le disais au début. La mémoire morte, en fait, en gros, c'est la mémoire qui, quand l'ordinateur il est fabriqué, c'est le BIOS en fait, il contient tous les. C'est pour ça que les débutants, je vous déconseille, et c'est pour ça qu'on va rentrer plus en détail dans le BIOS par la suite. Je vous déconseille de toucher au BIOS si vous ne connaissez pas, voilà, si vous n'êtes pas renseigné un minimum. Parce qu'en fait, vous pouvez complètement bousiller votre système, parce que c'est lui en gros qui gère toutes les actions basiques et les plus importantes, justement qui vont toucher en fait au périphérique en fait, hein, au gros périphérique du système quoi. Bon, on verra dans la partie overclocking plus en détail le BIOS. Et donc il utilise, comme je vous disais, donc la mémoire morte en fait, c'est un type de mémoire qui n'est pas modifiable en fait, où on ne peut pas réécrire en fait cette mémoire, contrairement aux autres. Donc devant effectuer, contenu dans le BIOS, devant effectuer la configuration et le démarrage correct de tous les équipements. Voilà, il permet cela, le BIOS. Ensuite, alors là, j'ai fait 2 en 1. Donc ici, je voulais faire 2 en 1, donc le boîtier, le bloc d'alimentation, enfin même 3 en 1 plutôt. En gros, donc le boîtier, hein, donc bon, le boîtier. Alors c'est pas, j'ai pas mis que c'était le plus important parce que il y a des gens qui utilisent des PC sans boîtier. Hein. Bon, ça c'est ce qu'on appelle des tables de bench, c'est encore autre chose. Voilà, donc le boîtier, hein, c'est tout le, c'est la boîte hein, dans laquelle se trouvent hein, tous les composants. Hein. C'est souvent métallique, hein, comme je l'ai écrit. Donc dans laquelle est contenu tout le système, hein, la pièce la moins chère aussi, ah oui c'est pareil, hein, vous verrez que en général c'est ce qu'il y a de moins cher, le boîtier. Et le bloc d'alimentation quant à lui, comme on l'a vu dans l'introduction, donc c'est le PSU en anglais, Power Supply Unit, donc en fait l'unité hein, de la puissance quoi, hein, puissance énergétique quoi. Et donc pour moi c'est véritablement le cœur, mais dans le sens système cardiaque, pas le cœur, le cœur, le milieu, parce qu'en fait le cœur de l'ordinateur, vous allez voir que c'est plutôt le processeur, mais que je préfère appeler moi le cerveau. Il faut savoir que là, comme vous pouvez le voir, en fait je compare un petit peu, je fais un petit peu le parallèle entre les organes humains on va dire, le corps humain, comment fonctionne le corps humain, et le parallèle avec l'ordinateur, c'est vrai que ça se ressemble un petit peu. Donc pour moi c'est vraiment le système cardiaque comme je le disais, hein, de l'ordinateur car il fournit du courant à l'ensemble des composants. Et comment ça fonctionne? En fait, il convertit la tension alternative alors de 120 à 230 volts en fonction, ça c'est en fonction des continents. En Amérique par exemple c'est du 120. Et en Europe, dans ces cas-là, comme je disais, en fait en Europe c'est du 230. C'est 230, je crois que c'est 200, c'est entre 220 et 230 volts, quelque chose comme ça. Là j'ai mis 230 parce que 230 c'est le maximum. Et de 60 à 50 Hz en courant continu, de plus 12 volts et moins 12 volts. Ok, donc il y a du positif et du négatif. Bon, je ne vais pas rentrer en cette formation débutant, je ne vais pas rentrer en détail dans l'électricité, tout ça, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Donc ensuite réparti dans les plus petits composants. Oui. En fait, si vous voulez, vous voyez, ça c'est le bloc d'alimentation là. Ici c'est un SCX 430. Bon, c'est pas très performant comme bloc, mais c'est déjà pas mal. Vous voyez ici le gros câble là. Alors ici c'est un boîtier quand même bien fait, c'est un boîtier gamer un peu comme le mien. En fait ça rentre là, puis derrière, ça ressort par derrière, hop. Et ici en fait ça là, cette socket là, cette prise là, c'est vraiment la partie qui va alimenter le plus gros de la carte mère. Vous voyez. Et en fait ça c'est du 12 volts qui arrive là. Mais ensuite elle, la carte mère, ensuite ça va passer en 5
plus 5 et moins 5 volts. C'est ça qui va donner le binaire, comme je vous le disais en intro. Et ce qui donne le binaire que j'ai expliqué brièvement dans l'intro. En fait, on pourrait dire que c'est... Moi je préfère dire que c'est du plus 5, 0 volts. Parce que bon, moins 5, bref. Voilà, c'est ce qui donne les suites de 1 et de 0. Voilà, donc ensuite, les systèmes de refroidissement, le ventirad et les systèmes de refroidissement, en fait la ventilation, tout ça. Alors le ventirad, c'est ce que vous voyez ici, c'est ce qui souvent est donc par-dessus le processeur, en fait c'est ce qui va permettre de refroidir le processeur, qui est la pièce, en fin de compte c'est la pièce qui chauffe le plus, si je ne me trompe pas, parce que ça peut monter très haut, un processeur ça peut monter à 100 degrés, et il sera toujours pas mort, hein. Quand il est poussé à son max, il peut monter pas loin de 100 degrés. D'ailleurs, on le verra avec la partie overclocking, je vous montrerai comment on fait pour monter votre processeur à pas loin de 100 degrés. Si je me trompe pas, je crois que je suis capable de le faire monter à 100 degrés, bon, faut mieux éviter quand même. Bref, ça permet de refroidir le processeur, donc le CPU, qui est la pièce donc la plus importante du système interne, et les autres ventilateurs dans le boîtier font office de ventilation. Vous voyez par exemple ici vous en avez un là. Moi sur mon PC bureau que j'ai, je vous l'ai montré au début, hein, j'en ai même un au-dessus, un là, et un par ici. Donc le plus en fait le boîtier, en fait plus le boîtier il est aéré et refroidi, et plus la durée de vie des composants sera accrue, c'est logique. Et il existe aussi les water cooling, appareils pour refroidir le PCU nettement mieux qu'un ventirad, qui fonctionne par refroidissement liquide. En fait c'est un système de refroidissement à eau, on appelle ça, c'est un peu comme les liquides de refroidissement dans les voitures. Moi c'est ce que j'ai justement dans mon PC fixe, comme je vous l'ai montré pareil en intro. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail, je pense que c'est très clair. Ok, donc c'est tout pour cette partie, donc passons maintenant hop, à la mémoire de masse, le stockage en fait de la machine. Pour le stockage, en fait c'est comme la mémoire à long terme on dirait pour nous. Hein. Donc ce type de mémoire en fait ça sert à stocker donc, les informations et les paramètres d'utilisation des logiciels et des outils informatiques sur le long terme, comme je vous le disais. Un peu comme le lobe temporal, oui en fait c'est dans le lobe temporal, hein. Petite info, dans notre cerveau, enfin, c'est exactement c'est dans l'hippocampe que est stockée la mémoire en gros à plus long terme. Donc cette mémoire là, ce stockage là, est obtenu soit grâce donc à un disque dur, donc HDD, Hard Disk Drive, donc en gros ça veut dire exactement ce que ça veut dire, hein, le disque dur en fait, hein, qui est de moins en moins présent sur le marché, je l'ai précisé. Hein. Faut savoir que alors en fait le HDD c'est assez vieux, en 1956. Il y a encore pas si longtemps que ça, c'était beaucoup moins cher que le SSD. Aujourd'hui, en fait, un SSD coûte que dalle. Hein. Il y a encore quelques années, il y a encore 5-6 ans en arrière, les SSD étaient très chers. Mais aujourd'hui, ça coûte plus rien. En fait, aujourd'hui, il vaut mieux acheter un SSD, ce sera à peu près le même prix qu'un HDD, pour avoir une performance 1000 fois supérieure, quoi. Vous allez le voir là. Donc le système de stockage, donc c'est soit HDD ou alors soit obtenu par un SSD, Solid State Drive, attention, parce que c'est pas un disque dur, il y en a beaucoup qui quand ils parlent de SSD, ils parlent de disque dur, alors pas du tout. Donc, ici là, bon, l'image est pas très, j'ai pas trouvé d'image plus nette, mais c'est une des seules images que j'ai trouvées où il montre les trois formats. Ça en fait c'est le HDD. Alors celui-là, je sais pas c'est un quoi exactement, mais faut savoir qu'il y a des. Alors celui-là, apparemment, c'est un 3 Tera de stockage. Mais après, là aussi, ce que ça va nous intéresser, c'est surtout au niveau de la vitesse. Alors les HDD, il y en a qui vont faire entre 5000 et parfois 7000 tours minute. Et ça, c'est un SSD qui, donc, lui, est plus, on va dire, externe. En fait, bon, il y a le câble SATA 3, hein. Ça utilise donc les connexions SATA 3, comme le HDD. Lui donc c'est un 2 Tbps, donc c'est quand même du gros stockage. Vous voyez maintenant en fait au début les SSD ça se limitait, c'était très peu quoi, c'était du 200 Go max, ça coûtait très cher. Maintenant vous avez des SSD en fait à 3 Tera quoi si vous voulez. Donc celui-là déjà ça va beaucoup plus vite que ça. Et après vous avez donc les dernières générations, ce sont les M.2. Ceux-là en fait sont très forts parce qu'en fait ils viennent directement se brancher sur la carte mère. Par exemple moi j'ai un port M. Ça s'appelle les ports M.2. On va le voir après quand on fera le projet pratique, juste après, la partie d'après. Je vais vous montrer. Et en fait vous voyez ceux-là aussi ce sont des 2 Tbps. Et vous voyez comment c'est tout plat, ça ressemble vraiment à une barrette de RAM hein, qu'on va voir après. Et oui, en fait, l'avantage, c'est que ça prend que dalle de place dans l'ordinateur.
Même celui-là, hein, c'est tout petit, hein, moi c'est un truc comme ça que j'ai. Sauf que moi c'est un 240 Go, je crois bien, 250 Go, 150 Go. Mais et en fait, celui-là, l'avantage c'est que ça va encore plus vite que ça prend pas de place, ça prend moins de place. Il faut savoir que le SSD, vous allez voir, c'est beaucoup plus costaud qu'un HDD. Donc je disais, comme je l'ai noté là, donc le premier étant le plus ancien, donc année 1956, donc ça c'est le HDD. C'est un système de disque tournant magnétique effectuant une action. Ça effectue en fait qu'une action à la fois, mais par contre des milliers de fois en une seule minute. D'accord. En une minute, ça peut effectuer plusieurs actions, des milliers d'actions, mais c'est une action à la fois. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas écrit là, mais en fait, en gros, ce sont plusieurs disques en fait qui sont superposés les uns sur les autres, avec un tout petit écart de quelques microns, même pas, je crois que c'est quelques nanomètres. Enfin, c'est vraiment ridicule. C'est un écart microscopique, nanocopique, je sais plus trop. Et en fait, ça tourne. Et il y a un système il y a une sorte de balai en fait qui va venir taper. Et en fait, c'est ce balai qui fait les actions. Et donc, il en fait plusieurs milliers par minute. Et comme je vous dis, vous avez des HDD qui vont faire, les plus performants vont faire jusqu'à 7000, 7200, 7300 actions par minute en fait. Et le second, qui est le plus récent, c'est apparu au début des années 2000. Il faut savoir qu'en fait, c'est plutôt années 2000. On ne sait pas exactement. En tout cas, moi, je sais pas exactement, je n'ai pas été chercher en détail. J'avais demandé à GPT-3, elle m'a dit début des années 2000, mais c'était uniquement pour l'armée et l'industrie, les SSD. Et ensuite, donc pour le grand public, c'est arrivé en 2008. Et donc ça utilise par contre là, une mémoire flash. Alors la mémoire flash, en fait, ça fonctionne un petit peu à la manière d'une ruche d'abeille. Moi je dis ça comme ça. Parce qu'en fait, le SSD, lui, il utilise une carte à puce qui est composée en fait de plusieurs cellules. En fait, il y a plusieurs puces. En fait, et dans ces puces-là, enfin, c'est une puce, oui. En fait, dans cette puce-là, il y a plusieurs cellules. Et en fait, chaque cellule, là, peut effectuer plusieurs milliers d'actions à la seconde. Donc, vous voyez, en fait, en gros, ça va effectuer des millions d'actions, en fait, par minute. Contrairement au HDD qui va effectuer seulement plus de 7000 actions par minute maximum, et qu'une à la fois, lui, va effectuer plusieurs millions d'actions par minute, et en plus de ça, il peut effectuer plusieurs tâches en même temps. En fait, il peut faire des milliers de tâches en même temps. Donc vous voyez la grosse différence. Donc voilà, donc ça c'est le stockage. Donc je rappelle, hein, c'est ce qui permet de stocker à long terme hein, la mémoire. Ok, donc on passe au processeur, enfin plutôt microprocesseur. Alors, donc en anglais c'est CPU, hein, l'abréviation c'est Central Processing Unit. Alors c'est vraiment selon moi donc le cerveau de l'ordinateur. Il est responsable de l'exécution des instructions qui lui sont envoyées par les programmes et les utilisateurs. Oui, parce que les programmes aussi envoient des instructions, bien sûr. D'ailleurs, il y a des instructions qui s'effectuent en arrière-plan, particulièrement sous Windows. On appelle ça en hacking. Bon, vous verrez dans ma formation hacking, mais bon, on appelle ça vulgairement des démons. C'est des trucs, des actions qui se font sans que l'utilisateur ait la main dessus, sans qu'on voit forcément ce que c'est. Et voilà, sous Windows, c'est parfois ce qui pose problème justement aux débutants. Donc, il est responsable de l'exécution des instructions qui lui sont envoyées donc, par les programmes et les utilisateurs, ainsi que de la coordination et de la gestion des ressources matérielles de l'ordinateur. Alors, il stocke les informations brièvement dans la mémoire. En fait, lui, il utilise la mémoire la plus rapide qui soit. En fait, lui, il va stocker uniquement les informations de manière très brève, dans la mémoire la plus rapide du système, qu'on appelle les registres, qui d'ailleurs est géré en programmation, ça je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est avec le langage assembleur en fait qu'on va toucher au processeur et particulièrement au registre. Et en d'autres termes, il traite toutes les données et instructions de l'ordinateur pour permettre son fonctionnement. Tout comme le cerveau humain, il traite les informations en entrée et fournit des résultats en sortie. Mais cependant, contrairement au cerveau humain, alors voilà la différence entre le cerveau humain et une des différences, en fait, entre lui et le cerveau humain, c'est qu'en fait, dans le CPU, hein, le microprocesseur, donc lui ne peut traiter qu'un nombre fini d'instructions à la fois. Alors en fait, il fait une action. En gros, enfin, il fait pas qu'une action parce que je crois qu'il en fait. Si, quoi qu'il fait qu'une. Mais en fait, il fait qu'une action à la fois, mais par contre, il en fait des milliards. Bon, par exemple, le mien, il fait 3,20 gigahertz. Ça veut dire qu'il peut. Ça veut dire qu'il peut faire, en gros, aux alentours des 3 milliards d'actions par seconde. Une à la fois, mais 3 milliards d'actions par seconde. Donc vous voyez la puissance du truc. À une vitesse extrêmement rapide, ils disent. C'est ce que j'avais mis ça. Parce que bon, je voulais pas. Parce qu'en fait, selon les processeurs, ça va être 3 milliards d'actions par seconde. Et là, les plus anciens, c'était des millions d'actions, mais maintenant, ça va jusqu'à des. Non, vous avez des processeurs
très chers, hein, qui montent à des trucs énormes, hein, des 32 GHz, bref, des 32 milliards d'actions par seconde, bref. Alors que le cerveau humain, lui, peut traiter il peut traiter par contre plusieurs informations à la fois. Oui, on peut penser par exemple à différentes choses, on peut faire énormément de choses en même temps. Là, en fait, on peut, bref, il y a tous les sens qui rentrent en jeu. Bref, on fait énormément de choses en même temps, en fait, hein, nous on se rend pas compte parce que c'est automatique, mais ça va très vite notre cerveau, mais à une vitesse relativement plus lente, d'accord. Donc voilà. Et comme j'ai mis donc c'est le plus important, c'est lui. Voilà, bon ici j'ai pris un AMD Ryzen, plus bon c'est un peu comme le mien, bon lui c'est un AMD Ryzen 7, plus performant que le mien, moi c'est un AMD Ryzen 5. Voilà, j'aime beaucoup ces processeurs. Donc vous avez deux gros concurrents en gros, c'est un peu comme les cartes graphiques, vous verrez. Chez les processeurs c'est Intel et AMD, qui sont franchement qui sont aussi bien les uns que les autres je trouve. Tu vois, vous voyez, le 2019, donc c'est assez récent. Alors, la mémoire vive, ou RAM, donc Random Access Memory, donc la mémoire d'accès aléatoire, random c'est aléatoire. Alors, j'ai mis en gros à ne pas confondre, comme certains, avec la mémoire virtuelle. J'ai mis comme certains parce qu'il y a des youtubeurs qui font des vidéos, et tu vois, bref, ils connaissent pas leur sujet, et ils comparent ils confondent la RAM et la mémoire virtuelle. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous renvoie dessus, qui s'intitule RAM versus mémoire virtuelle, si je ne me trompe pas. Mémoire virtuelle qui est obtenue par le disque dur, hein, qui est obtenue par le stockage de masse. Donc c'est pas du tout pareil. Elle, en fait, c'est une forme de mémoire volatile. Alors elle stocke, elle c'est un petit peu comme le processeur, vous allez voir, sauf que, sauf qu'en gros ça stocke, en fait, c'est une plus grosse mémoire, c'est moins rapide que le processeur, et en fait, ça stocke de manière un peu plus longue, mais ça reste comme une mémoire, donc comme je l'écris là, un peu comme pour nous en fait, la mémoire à court terme, ça stocke en fait les données et les programmes en cours d'utilisation. En fait, ça stocke en fait les données des programmes en fait en cours d'utilisation uniquement, des logiciels, des programmes en cours d'utilisation comme les jeux vidéo, etc. Ou des logiciels, enfin peu importe tel logiciel ou telle application, qui sont c'est uniquement en particulier présent, hein, ce qui est présent sur l'ordinateur. Hein. Ça va pas, il me semble pas que ça rentre en jeu lors des choses qui sont purement en ligne. Donc un peu comme pour nous, donc la mémoire à court terme. Donc contrairement au disque dur, qui stocke les données de manière permanente, eh oui, la RAM, elle est utilisée pour stocker les données temporairement pendant que l'ordinateur est en marche. Et oui, la RAM permet à l'ordinateur de lire et d'écrire des données plus rapidement que depuis un disque dur. Et oui, ça c'est bien aussi, c'est plus rapide en fait. Hein. Ce qui accélère la performance globale du système et allège la charge du processeur. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est moi qui l'ai ajouté d'ailleurs. Parce que moi j'ai pioché un des... Faut savoir que moi je me suis dit de GPT-3 hein, et de Wikipédia pour faire mon... Je vous donne aussi des petites astuces comme ça, hein, pour faire mon diaporama. Et cependant la RAM est effacée lorsque l'ordinateur est éteint. Et en fait dès que vous éteignez l'ordinateur, hop, la RAM, pouf, elle se renouvelle en fait. C'est ça qui est bien. Donc ce pourquoi les données doivent être sauvegardées sur un disque dur ou un autre support de stockage pour utilisation ultérieure. Et la RAM, pareil aujourd'hui hein, c'est en giga. Bon par exemple, comme je vous l'ai montré au début, j'ai 16 Go RAM. Donc c'est beaucoup d'informations qui peuvent être stockées temporairement. C'est énorme, 16 Go RAM. Parce que ce que je vous recommande, moi je vous recommande minimum, aujourd'hui on recommande minimum 8 Go RAM. Et voilà, aussi bien sur un PC portable que sur un PC fixe. D'ailleurs ce que je voulais vous dire également c'est que, j'ai oublié de vous le dire, mais cette formation là, elle est tout à fait... en fait vous pouvez tout à fait la suivre, particulièrement ce module là. Même si vous avez un PC portable, c'est très valable. Hein. Même si je parle de choses de PC fixe, en fait vous verrez que ça va quand même vous apporter énormément, même si vous avez juste un PC portable. Donc voilà, donc maintenant on va passer le dernier composant, le dernier périphérique, la carte graphique, moi ce que j'appelle les yeux. Alors là j'ai divisé en trois parties. Pourquoi? Parce qu'en fait la carte graphique c'est assez complexe. C'est en fait les cartes graphiques en fait ça n'existait pas, c'est assez récent, il me semble, comme périphérique. Ça n'existait pas au début de l'informatique, ça a mis du temps à arriver, parce que c'était pas forcément nécessaire. Parce qu'en vérité, le processeur peut également afficher en fait, des choses à l'écran, vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément une carte graphique. La carte graphique, elle va surtout venir, elle va être utile particulièrement dans les jeux vidéo, ou dans voilà, tout ce qui va être modélisation 3D en fait. Hein. Quand il y a la 3D qui rentre en jeu, ou de la 2D, mais bon,
En fait, la 2D, comme je vous dis, elle peut être gérée par le processeur. En plus, maintenant, vous avez des processeurs qui utilisent... il y a même des processeurs qui utilisent une sorte de mini GPU, en fait, en eux. Des microprocesseurs, je parle. Voilà, donc la carte graphique, donc elle se divise en... donc j'ai mis trois parties. Donc il y a l'affichage. Donc une carte graphique, c'est un composant informatique qui gère l'affichage des images à l'écran. C'est un peu comme les yeux, j'ai mis, hein. Je comparais ça, voilà, pour rester dans le parallèle avec le corps humain. Donc les yeux de l'ordinateur, mais pour l'utilisateur. Ah, bah, j'ai oublié un R là, c'est pas grave, vous aurez compris. Elle traite les données graphiques en 3D ou en 2D pour produire des images en temps réel. Ensuite, vous avez le GPU. En fait, moi, parfois, j'avais tendance à dire carte graphique égale GPU. Alors en fait, non, le GPU, c'est dans la carte graphique. Donc GPU, donc c'est Graphical Processing Unit. En fait, c'est le processeur, c'est l'unité de processeur graphique, en fait, qui est dans la carte graphique. Et en fait, le processeur de la carte graphique, lui, il est spécialisé dans, en fait, c'est vraiment le processeur de la carte graphique. En fait, vous avez un processeur, le microprocesseur de l'ordinateur, qui d'ailleurs va venir, maintenant peut venir en fait, comment dire, rentrer en relation avec la carte graphique aussi. Hein, ça, voilà, vous allez voir, ça va venir jouer aussi avec les barrettes de RAM. Donc lui, en fait, le processeur de la carte graphique, donc il est spécialisé dans le traitement des calculs graphiques. Le GPU il est conçu pour exécuter des tâches en parallèle et pour gérer un grand nombre de calculs simultanément. Oui, en fait c'est vraiment un processeur, mais pour la carte graphique. Parce que la carte graphique, c'est vraiment une sorte de micro-ordinateur aussi à elle toute seule. Hein. C'est très poussé. Hein. D'ailleurs, comme les SSD, en fait, hein, c'est pareil, c'est pour ça aussi qu'on appelle ça un micro-ordinateur, hein, les SSD. En fait, ensuite, vous avez la troisième partie, donc c'est la mémoire vidéo. C'est pour ça en fait, que je vous dis que j'ai mis trois parties, parce que vous avez l'affichage, elle a un système d'affichage, un système de processeur et un système de mémoire vidéo. Elle va stocker en mémoire tout ce qui est lié à la vidéo, parce que la carte graphique, donc, elle possède sa propre mémoire vidéo, dédiée pour stocker les données donc, graphiques temporaires, les données graphiques temporaires seulement, c'est-à-dire en fait ce qui va s'afficher à l'écran brièvement, vous voyez. Surtout dans ça, ça va surtout jouer. Ça c'est vraiment spécifique, hein, je pense, aux jeux vidéo, là, vraiment la mémoire vidéo. C'est particulièrement pour les jeux vidéo, quand on fait du montage vidéo, ce genre de choses, hein, ou de la modélisation 3D. Hein. Elle peut également accéder à la mémoire vive du système pour stocker des textures. Oui, elle peut accéder à la mémoire vive aussi du système, mais elle est en relation avec, pour stocker des textures. Hein, des textures, des modèles 3D et d'autres données nécessaires pour le rendu graphique. Il faut savoir que les cartes graphiques aujourd'hui, enfin depuis un petit moment maintenant, elles utilisent ce qu'on appelle des cœurs CUDA. Et alors bon, ça c'est un peu compliqué comme technologie, mais en gros, c'est un peu comme les SSD. En fait, en gros, chaque cœur CUDA peut faire des milliers, voire des millions d'actions par seconde. Enfin, c'est vraiment énorme. Il y en a, je sais pas combien de cœurs CUDA dans. Voilà, plus une carte graphique elle va avoir de cœurs CUDA et plus elle va être performante. Voilà, puis on verra après la différence entre les. Vous verrez qu'il y a différentes. Il y a particulièrement donc les gigabits, hein, enfin Nvidia, AMD aussi, et vous avez les PNY. On va voir ça après. Hein. Donc voilà pour cette partie. Maintenant, on va voir la partie. On a fini donc sur les composants. Maintenant, on va passer donc à la partie pratique, où on va se mettre dans la peau d'un petit peu d'un ingénieur informatique qui voudrait se faire son petit setup. Et on va commencer un petit peu à voir les raccourcis clavier. Allez, c'est parti.